Maintenant, je vais parler sur le workflow général euh, de l'acquisition jusqu'à l'application des nuages de points. Donc, pour chaque concept, je vais expliquer l'objectif. Mais l'ordre que j'ai donné ici n'est pas nécessairement l'ordre de votre workflow. En général, on ne va pas faire toujours la registration si on fait notre nuage de points avec un slide. Parfois, on n'est pas intéressé à faire une segmentation. Parfois, on n'est pas intéressé à faire une classification. Donc, parfois, on passe directement de l'acquisition pré-processing à la structuration ou l'application. Mais voilà, donc ça, ce sont vraiment toutes les étapes qui sont incluses dans votre workflow 3D. L'acquisition, elle permet d'avoir le nuage de points, bien sûr. Le pré-processing, il permet d'avoir un nuage de points propre. On va voir qu'est-ce que ça veut dire propre, mais un nuage de points qui est vraiment exploitable. La registration, ou bien en français, la consolidation, permet d'avoir un nuage de points assemblé, parce que parfois, comme j'ai dit, lorsqu'il y a des objets, un bâtiment, un arbre, un monument, on ne peut pas avoir tout l'objet d'un seul point de vue ou bien d'une seule station. Donc, c'est pourquoi on fait plusieurs stations autour de l'objet qui nous intéresse et ces objets-là doivent être alignés dans le même système de coordonnées. Il y a l'étape de segmentation qui permet d'avoir des segments ou bien des objets individualisés dans votre nuage de points. Il y a l'étape de classification qui permet de donner à chaque objet ou bien à chaque point dans votre nuage de points une classe, c'est-à-dire on dit voilà, ça c'est la classe des bâtiments, ça c'est la classe des arbres, ça c'est la classe terrain et ainsi de suite. Il y a l'étape de structuration. En fait, ici, ce que je veux dire par structuration, c'est principalement, en général, on travaille avec le nuage de points, mais on fait une transformation, soit sous forme d'un maillage, soit sous forme d'un dessin 3D, c'est-à-dire on fait une numérisation pour faire une application précise selon votre objectif. Ici, j'ai fait une ligne qui signifie l'automation, c'est-à-dire l'automatisation. L'acquisition, elle est de plus en plus automatique parce que on a des lidars ou bien des laser scanners qui permettent de faire l'acquisition de plusieurs millions de points par seconde. Donc, c'est vraiment, ça devient de plus en plus automatique. Le pré-traitement aussi. Donc, il y a de plus en plus des scanners qui permettent d'éliminer d'une manière plus ou moins automatique du bruit. Et aussi à la registration, il y a de plus en plus de scanners qui permettent de faire directement une registration, par exemple sur plusieurs scanners de Leica. Et lorsqu'on arrive vers la segmentation, classification, application, il y a moins d'automation parce que il y a encore de l'intervention humaine qui doit faire soit un nettoyage de la classification, soit faire le dessin, soit faire euh, une opération selon votre application. Donc, de ce côté, c'est plus automatisé. De ce côté-là, c'est moins automatisé. Donc, l'objectif, c'est de rendre ici un plus et ici un plus. Mais ça viendra. Je vais commencer par l'étape de l'acquisition. Et comme j'ai déjà détaillé, on a deux dispositifs ou bien deux méthodes d'acquisition, soit d'utiliser des laser scanners, soit d'utiliser la photogrammétrie. Le laser scanner, ils permettent d'avoir directement les coordonnées X, Y, Z, ainsi que d'autres informations sur les objets. La photogrammétrie, on doit prendre plusieurs prises de vue ou bien des photos afin de faire une reconstruction 3D dans notre objet. Et les deux donnent un nuage de points 3D. Donc, euh, on a déjà parlé sur les différentes plateformes, soit votre dispositif d'acquisition est monté sur
voiture, soit sur un backpack, soit sur un laser scanner terrestre, soit sur un drone, soit manuellement vous vous déplacez avec un laser scanner portatif à la main. Maintenant, il y a aussi les robots, si vous avez vu. Par exemple, Boston, il permet d'intégrer un laser scanner et ainsi de suite. Mais il faut savoir que la photogrammétrie et un laser scanner, ce sont vraiment les dispositifs les plus utilisés pour faire une acquisition 3D, mais aussi il y a des stations totales qui sont robotisées. Il y a le Generative Adversarial Network qui permet de générer des représentations 3D. Il y a maintenant ce qu'on appelle les nerfs. Vous pouvez chercher un peu sur ce que ça veut dire le nerf. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'humain de l'humain, donc qui utilise les nerfs pour faire une reconstruction 3D. Et je pense que ça, c'est vraiment, ça sera le futur de la photogrammétrie. Il y a aussi les caméras de profondeur. Par exemple, si vous utilisez un Kinect d'un Xbox, il permet quand même de générer de la 3D. Voilà. Et plus récemment, sur iPhone Pro ou bien iPad Pro, il y a un senseur. En fait, je peux pas dire que c'est un lidar, mais c'est un caméra de profondeur qui permet de générer un nuage de points. Je pense pas que c'est vraiment, on peut dire que c'est un lidar. C'est juste mon point de vue, mais voilà. L'étape de pré-traitement, comme j'ai dit, il permet d'avoir un nuage de points propre, prêt à l'exploitation, et ça intègre principalement l'élimination du bruit. Par exemple, lorsqu'on fait une acquisition, il y a des objets mobiles qui sont indésirables. On veut pas avoir, par exemple, des voitures qui bougent ou bien des personnes qui se baladent près de notre scanner. Donc, on doit les supprimer au préalable. Comme ça, on aura un nuage de points propre. La suppression de ce bruit-là peut être faite soit d'une manière manuelle, soit en utilisant des filtres automatiques du bruit, soit par exemple sur un laser scanner de Leica, il a l'option de faire un double scan par exemple. Il fait un scan, il fait le tour, puis il refait le tour, et tous les objets qui ont bougé entre l'instant T1 et T2, ils sont considérés comme des objets mobiles et ils peuvent être éliminés directement. Donc, vous aurez sur votre nuage de points que les objets qui sont statiques. Pour la définition, la suppression de bruit, ça réfère au processus de suppression ou bien removing les points, bien les objets qui sont indésirables et pour lesquels on n'a pas d'intérêt à les avoir sur notre nuage de points. Ces objets-là, ils peuvent être soit, comme j'ai dit, soit des personnes, soit des voitures, soit des erreurs de mesure, soit un bruit lié au capteur, soit un bruit lié aux facteurs d'environnement. Une étape dans le pré-traitement qui est aussi parfois importante, c'est que on a une acquisition avec un scanner, puis on est intéressé à faire un échantillonnage. Comme ça, on a un nuage de points qui est moins dense. Bon, vous pouvez vous dire que pourquoi on doit faire quand même une acquisition très dense, puis on fait un échantillonnage. Mais voilà, il faut juste garder en tête que c'est une étape qui peut être faite dans le pré-traitement. Pourquoi? Parce que parfois, on fait l'acquisition et on n'a pas intérêt à une seule application, mais plusieurs. Une, par exemple, qui nécessite une densité très élevée, une qui nécessite une densité moins élevée. Donc, quand même, on fait l'acquisition avec le maximum de détails et puis ça dépend de l'application. On peut faire une dégradation de la qualité de notre donnée. Donc, c'est ce qu'on appelle un échantillonnage ou bien un sous-échantillonnage. Il peut être soit aléatoire,
Donc, on a un nuage de points qui contient 2 millions de points. On choisit aléatoirement 1 million de points. Ou bien spatial, par exemple, on a un nuage de points dans lequel entre chaque deux points, il y a 10 centimètres. Bon, c'est trop. Entre deux points, il y a par exemple une distance de 1 centimètre. C'est le cas d'un scanner d'une acquisition terrestre. Bon, on est intéressé à ne garder entre chaque deux points qu'une distance de 10 centimètres. Donc ça, c'est un sous-échantillonnage spatial. Ou bien un sous-échantillonnage qui est basé sur les octrets. Donc on fait une grille en 3D et on ne garde que le point qui est au centre de ce octret, de ce cube. Donc on aura à la fin une grille 3D régulière. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle registration, ou bien en français, consolidation. Bon, consolidation, pourquoi? Parce que, comme j'ai déjà dit deux fois, c'est qu'on a par exemple ici un bâtiment. Si on place notre laser scanner juste ici, on aura ce côté-là. Mais pour avoir tout le bâtiment, on doit quand même placer notre station sur plusieurs points de vue. Et si notre laser scanner, par exemple, ne contient pas un GPS qui permet de savoir la localisation de votre scanner. Ce qu'on fait, c'est que on fait un géoréférencement indirect de différentes stations en utilisant soit des cibles qui peuvent être des cibles de ce type-là, soit des autocollants, soit des sphères qui sont posées sur le sol. Et par la suite, on fait des points de liaison entre les différents scans. Ça, c'est une option qui normalement était utilisée. Elle est encore utilisée. Soit on peut faire différentes acquisitions, puis on fait ce qu'on appelle le cloud-to-cloud, c'est-à-dire un algorithme qui va trouver des points de correspondance entre deux ou plusieurs scans et fait le matching de ces scans pour donner un seul nuage de points consolidé. Ou bien, il y a ce qu'on appelle simultaneous localization and mapping, c'est que au fur et à mesure de l'acquisition, votre appareil, c'est principalement, il est intégré dans les lasers scanners qui sont portés à la main. Donc, il contient une station inertielle, c'est un INS, c'est un système inertiel qui permet en même temps de tracer le trajectoire, de savoir les accélérations ainsi que les orientations. Comme ça, on a tout le trajet qu'on a parcouru et comme ça, on a un nuage de points continu et consolidé. Plus récemment, on a ce qu'on appelle le Big Slam. Donc, en plus de la station inertielle, le scanner, il intègre plusieurs caméras qui sont pointues vers différentes directions. Et ces caméras-là, c'est comme les yeux. C'est comme ce que les humains font. Donc, le scanner, il se déplace, mais en même temps, il regarde dans toutes les directions pour détecter des objets ou bien des key points, dans des points clés, et il se base et en même temps, il fait le calcul pour se repérer. Donc, je me suis déplacé d'ici, je vais vers ici, et à la fin, il sait d'où il a passé. Donc, à la fin, vous aurez un nuage de points vraiment consolidé et pas besoin de faire cette étape de registration. Pour la définition, comme vous pouvez le voir en bas, à chaque fois je donne la définition. La consolidation, c'est le processus de trouver les transformations spatiales, principalement les rotations, les translations et parfois l'échelle, pour aligner plusieurs nuages de points pour donner un seul nuage de points. Donc, on dit que ça, c'est le nuage de points de référence. Et on doit transformer tous les nuages de points vers le même système de coordonnées de ce point, de ce nuage de points. Donc, on doit trouver les transformations spatiales de ce nuage de points-là, de l'autre, pour
passer d'un repère qui est local de ce nuage de points-là vers le système local de ce nuage de points-là. Ça, c'est un géoréférencement indirect. Le géoréférencement direct, c'est d'avoir soit un GPS ou bien un récepteur GNSS sur chaque scanner. Comme ça, il suffit de placer les différents scans et le géoréférencement, normalement, il est fait. Les scans, ils sont déjà bien positionnés. Il suffit de les orienter. Donc, il suffit d'avoir les rotations. Et en général, on place des cibles. On passe par une station totale. On fait le relevé des cibles. Comme ça, on a les cibles dans un système de coordonnées bien connu, géoréférencé. Et pour chaque cible, on donne une coordonnée. Et il suffit au moins de 3 cibles pour faire le géoréférencement d'un scan. Et entre chaque scan et l'autre, on doit placer au minimum 3 cibles. Comme ça, on peut faire la même transformation des cibles pour passer au même système de coordonnées des cibles. Ce qu'on fait en général, c'est de placer des cibles au départ. On fait le relevé avec une station totale. Puis, tous les cibles qui vont venir, on ne va pas nécessairement faire un relevé avec une station totale, mais ces cibles, elles vont servir juste comme des points pour faire la transformation vers ce nuage de points de départ. Et pour faire une vérification, on va jusqu'à le dernier scan, ou bien la dernière station, on place aussi des cibles et on fait le relevé avec une station totale pour faire une compensation. Et aussi pour contrôler est-ce qu'il y avait un problème tout au long de notre cheminement ou pas. Pour la quatrième partie, c'est ce qu'on appelle la segmentation, c'est de permettre de passer d'un nuage de points dont l'unité de base, c'est le point, vers un nuage de points dont l'unité de base, c'est des segments. Pas nécessairement, on doit dire que ça, c'est un arbre, ça, c'est un bâtiment, ça, c'est du terrain, et ainsi de suite. Mais quand même, on a des objets individualisés. Ils n'ont pas nécessairement un label, mais au moins, ils contiennent à la même, je ne dis pas catégorie, ils n'ont plus classe, mais quand même, ils sont homogènes, ils ont des propriétés homogènes. Donc, pour la définition, la segmentation, c'est le processus de regroupement de plusieurs points dans un objet qui est homogène. Donc, il a des propriétés similaires. Ces propriétés, ils peuvent être soit des propriétés géométriques, c'est-à-dire on dit que ça, c'est un segment puisque ce sont des points qui sont proches. Soit des similarités radiométriques, on va regrouper tous ces points-là comme un objet puisqu'ils ont la même couleur qui est en vert et on va regrouper le terrain aussi comme un objet puisqu'il a une telle couleur et ainsi de suite. Ça dépend de la propriété que vous avez utilisée pour regrouper différents points dans un objet. Je continue sur l'étape de classification. Comme j'ai dit, la segmentation permet d'avoir des objets qui sont individualisés. La classification permet d'avoir ces objets-là, mais il leur attribue une classe. Ce que ça veut dire, c'est que notre nuage de points, normalement, il est brut. Il ne contient pas des labels sur les objets représentés. L'étape de classification, elle permet de donner un label ou bien une signification à un ensemble de points. Et on aura par la suite différentes classes. Par exemple, ici, il y a la classe sol, il y a la classe des bâtiments, et il y a la classe végétation. Et il y a la classe water, la classe eau.
Ça dépend de votre application. Il peut y avoir dans la même classe aussi des subdivisions. Par exemple, pour la végétation, on peut avoir la végétation haute, la végétation moyenne et la végétation basse. On peut avoir les ponts. On peut avoir, si votre nuage de points est suffisamment dense, on peut avoir d'autres objets. Donc, ça dépend vraiment de l'application. On peut créer une typologie de classe dans laquelle on est intéressé. Et si je reviens vers la définition, la classification, c'est le processus de regroupement d'un ensemble de points pour leur attribuer une classe définie. Quelqu'un veut parler? Bon. Donc, la classification, c'est le processus de regroupement d'un ensemble de points pour leur attribuer une classe ou bien un label. Une classe, c'est vraiment toutes les classes qu'on connaît comme humains. Ça peut être voiture, arbre, bureau, mur. C'est ce qu'on appelle de la sémantique sur les objets. Ici, j'ai résumé en fait un ensemble des méthodes qui sont principalement utilisées pour la segmentation et la classification. Parfois, vous pouvez entendre parler de segmentation sémantique et de classification. Ce qu'il faut comprendre, c'est que segmentation sémantique et classification, c'est la même chose. La segmentation sémantique ou bien semantic segmentation, c'est utiliser de l'autre côté, qui sont computer vision, pour les spécialistes des computer vision. Ils parlent de semantic segmentation. Et pour le côté de la communauté de télédétection et jeux, on parle de classification. Mais semantic segmentation et classification, c'est vraiment la même chose. Lorsqu'on parle de semantic segmentation ou bien classification, on a différents niveaux. Soit on a niveau scène, par exemple, on a un nuage de points, on fait une classification, on a classe bâtiment, classe végétation, classe sol. Ça, c'est au niveau de la scène, c'est-à-dire au niveau de notre acquisition. Par exemple, ici, il y a des personnes, des humains, il y a background, peut-être il y aura des voitures. À un niveau plus bas, il y a ce qu'on appelle object level, niveau objet. C'est ce qu'on appelle instance segmentation. Dans la même classe qui est classe des personnes, on descend à un niveau qui est plus bas dans la subdivision et on aura personne numéro 1, personne numéro 2, personne numéro 3, personne numéro 4 et ainsi de suite. Si on fait l'analogie avec une acquisition aérienne, on a la segmentation sémantique, ça nous donne classe bâtiment, classe végétation, classe sol. Si on descend au niveau de l'objet, on a dans la classe des bâtiments, on a bâtiment numéro 1, bâtiment numéro 2, bâtiment numéro 3. Donc, dans la même classe, on a donné un identifiant unique pour chaque objet. On peut descendre encore plus bas et on dit, c'est ce qu'on appelle part segmentation. C'est le niveau part, la partie de chaque objet. Donc, on a passé de personne humaine vers personne numéro 1, 2, 3. Et pour la même personne, on peut encore descendre à un niveau plus bas pour dire que ça, ce sont les mains, ça, c'est la tête, ça, c'est les pieds, et ainsi de suite. Si je fais toujours l'analogie avec une acquisition aérienne, on a classe bâtiment, sol, végétation. Dans la classe bâtiment, on a bâtiment 1, 2, 3, 4. Et pour chaque bâtiment, on peut dire encore que ça, c'est les toits, ça, c'est les murs. Donc, c'est la partie de chaque objet. Donc, pour tout ce qui est méthode, j'ai essayé de résumer dans ce schéma-là les différentes méthodes qui existent. Bon, c'est pas parfait, c'est pas complet, mais ça résume principalement
presque toutes les méthodes que vous pouvez chercher encore en profondeur comment ça marche. Donc, dans la segmentation sémantique ou bien la classification, il y a les méthodes qui sont basées sur les modèles, par exemple RANSAC, la transformation OFF, la croissance de région. Ce sont des méthodes qui permettent de sortir les plans, les sphères, les primitives qui sont dans votre nuage de points. Elles sont basées sur un modèle. C'est un modèle principalement géométrique, c'est-à-dire soit un plan, soit une sphère, soit un cône. Donc, ce sont basés sur les modèles. Il y a les méthodes qui sont basées, je descends ici, il y a les méthodes qui sont basées sur les connaissances. Donc, j'ai mon nuage de points. Ce que je peux dire, c'est que tous les objets qui sont verts, ce sont la classe végétation. Tous les objets qui sont bleus, c'est de l'eau. C'est ce qu'on appelle une classification basée sur les règles. Mais c'est pas simple que ce que je viens de dire. C'est en général, c'est plusieurs conditions qui sont basées soit sur la connaissance de l'utilisateur, soit ils peuvent parfois être basés sur un apprentissage automatique. C'est ce qu'on appelle des méthodes qui sont data-driven. Donc, il y a un entraînement pour créer ces règles. Parmi ces méthodes-là, il y a les méthodes qui sont basées sur les projections et les méthodes qui sont basées sur les points. Bon, on a un nuage de points. Soit on va profiter des méthodes qui existent dans les traitements d'images pour faire une classification, soit on peut directement faire un traitement sur notre nuage de points. Les méthodes qui sont basées sur les projections, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent le nuage de points, soit elles vont le transformer sous forme d'image et ils font la classification des images, puis ils refont une reprojection sur le nuage de points, soit ils vont créer par exemple des voxels à partir des nuages de points, puis ils font la classification, puis ils font une reprojection pour faire la classification des nuages de points. Ça, c'est ce qu'on appelle des méthodes qui sont basées sur les projections, ou bien basées sur la transformation des nuages de points vers un autre type de représentation qui peuvent être soit des images, soit des voxels. Ils font les traitements sur ces nouvelles représentations et une fois classés, ils font une reprojection pour revenir vers le nuage de points. Soit il y a les méthodes qui sont basées directement sur le nuage de points. Il y a les multilayer perceptrons, il y a des modèles de convolution, des modèles basés sur les graphes, des modèles plus récemment basés sur les transformateurs. Je ne vais pas détailler chaque méthode parce que si on le fait, ça va vraiment prendre toute la journée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces méthodes-là existent et qu'il y a des papiers derrière que vous pouvez chercher. Voilà, ici je donne juste des exemples. Ça, ce sont des méthodes basées sur les projections. Donc, on a un nuage de points. On va créer des points de vue. On crée des images. On profite des algorithmes qui sont avancés dans le traitement d'images. On fait une classification. Puis, on reprojette les résultats de la classification sur notre nuage de points. Ça, c'est une aussi méthode basée sur la transformation du nuage de points vers des voxels. On fait le traitement sur les voxels, puis on reprojette vers notre nuage de points. Et ça, ce sont des méthodes qui sont basées directement sur le traitement des nuages de points. Donc, on ne fait pas de transformation en général. Et voilà, on arrive presque à la fin de cette session sur la théorie liée aux nuages de points. La structuration, comme j'ai dit au départ, ça consiste principalement à transformer votre nuage de points classifié, déjà traité, déjà segmenté, parfait, complet, prêt, vers un autre type de données, que ce soit des mèches,
soit un modèle numérique de surface, soit un modèle numérique de terrain, soit sous forme d'une couche vectorielle, soit 2D, soit 3D. Donc, voilà, ça consiste à ça. Pour les applications, bah, ça dépend de votre champ d'intervention. Il y a plusieurs applications, soit pour des objectifs de topographie, de relevé topographique, pour des objectifs de cartographie, pour le suivi des infrastructures, pour la documentation et la valorisation des monuments et des patrimoines, pour la détection de changements, pour la modélisation des inondations, pour le calcul de cubature ou bien de volume, pour la modélisation des objets, pour le Building Information Modeling, pour la navigation dans tout ce qui est robotique et voiture autonome. Donc, ça dépend vraiment de votre domaine d'intervention. Il y a une application dans laquelle vous êtes intéressé.